Écoute, Steve, qu'est-ce que tu fais? Non, ça marchera pas. C'est comme ça qu'ils se cachent des prédateurs dans la Hé, il est passé où? Voici l'une des nombreuses illusions d'optique qu'on peut trouver sur Internet. Et vous savez quoi? J'ai déjà mal aux yeux. On dirait que notre cerveau essaie de rétrécir et de disparaître. Et on veut que ça s'arrête tout de suite. Cool! C'est dit l'évolution. Je vais m'en servir pour protéger les animaux. Heureusement pour les prédateurs, aucun animal n'est capable de porter un écran géant pour diffuser cette vidéo. Malheureusement pour eux, les proies ont trouvé une autre stratégie. Et elle marche tout aussi bien. Regardez le zèbre. Il est rayé, noir et blanc. Il devrait être assez facile à repérer, même s'il essaie de se cacher dans les hautes herbes. C'est vrai, jusqu'à ce que le zèbre se mette à bouger. Selon le site web Animal Planet, la vue perçante des prédateurs leur joue un tour cruel. Et certains lions ne voient qu'une grande masse en mouvement au lieu d'un seul animal. Va savoir où attaquer. Et quand des groupes de zèbres se déplacent ensemble, les rayures d'un animal se confondent avec celles d'un autre, ce qui ne fait qu'accroître la confusion des pauvres prédateurs. Imaginez, essayer d'attraper un hamburger qui se comporte comme l'illusion d'optique du début. Mais même le troupeau de zèbres le plus endurant du monde ne peut pas être en mouvement tout le temps. Ils seront bien obligés de s'arrêter au bout d'un moment, au moins pour dormir. Le moment idéal pour les prédateurs. C'est l'heure du goûter. Mais les prédateurs sont pas les seuls à en avoir conscience. Se rassemblant en grand nombre dans la savane, les zèbres dorment par roulement pour surveiller de près les alentours. Ils y sont bien aidés par leur excellente vision, qui est tout aussi bonne la nuit. Au moindre signe de danger, par exemple un bruissement étrange ou une ombre qui ressemble à un lion, tout le troupeau prend immédiatement la fuite. Je me demande comment les zèbres déterminent de qui c'est le tour de dormir. Je veux dire, ils ont un planning ou quelque chose comme ça? Je dois pas m'endormir. Je dois pas. Enfin, ça risque rien si je ferme les yeux. Juste une seconde, pas vrai? Oups. Admettons que quelque chose a mal tourné. Même le système de défense le plus avancé peut être piraté. Et l'un des prédateurs a réussi à pénétrer dans le Pentagone zébré. Ok, c'était une métaphore bizarre. Les zèbres se font quand même attaquer régulièrement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se rendent sans combattre. Lorsqu'ils sont acculés, les zèbres peuvent défendre leur progéniture à l'aide de puissants coups de sabot. Et ils ont vraiment de la force. Si un zèbre est blessé, tout le troupeau le protégera, en formant un cercle autour de lui. À en juger par le fait que les zèbres le font encore de nos jours, cette stratégie fonctionne bien. Parce que j'ai pas besoin de vous expliquer comment fonctionne la sélection naturelle. Si un animal est sur le point de mourir et qu'il fait quelque chose qui n'est pas utile à sa survie, il est peu probable que les autres l'imitent. Mais avant que toutes les créatures de la Terre n'arrivent à cette conclusion, elles ne comprenaient pas vraiment comment elles pouvaient se défendre. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. D'après la psychologie évolutionniste, les premiers animaux se rendaient pas compte qu'ils pouvaient résister à une attaque. La nature a commencé par leur procurer le fameux réflexe de combat ou fuite, sans lequel il n'y aurait plus personne sur Terre. Ce n'est que plus tard que les animaux se sont mis à utiliser des méthodes de défense plus sophistiquées. L'une d'entre elles est de rester en groupe. On a vu comment ça marche chez les zèbres. Les poissons sont un autre bon exemple. Chaque individu court moins de risques d'être mangé s'il fait partie d'un banc que s'il vit seul. Mais ça ne fonctionne pas que contre les prédateurs. Les parasites aussi s'éloignent lorsqu'ils font face à une foule. Quand le nombre de temps, ces insectes suceurs de sang, porteurs d'un tas de maladies dangereuses, augmente, les chevaux de Camargue se rassemblent également en grands troupeaux. Ainsi, ils sont beaucoup moins susceptibles de souffrir de morsures. Mais il ne suffit pas de faire partie d'un grand groupe pour être en sécurité. Même au sein d'une meute ou d'un troupeau, il y a de meilleurs emplacements que tout le monde convoite. Un peu comme la loge royale dans un théâtre. Mais au lieu d'avoir une vue parfaite sur la scène, ça permet aux animaux de survivre. Plus on est proche du bord du groupe, plus on a de chances d'être blessé par un prédateur. Ça veut dire que la zone la plus sûre est au centre et que tout le monde veut s'y rendre. Eh bien, en faisant ça, les animaux exposent leurs proches à un danger mortel. Plutôt égoïste de leur part, vous trouvez pas? Mais bon, c'est la nature sauvage après tout. On se soucie pas vraiment de moralité ici. Mais peut-être que les animaux qui vivent dans un stress permanent et doivent éviter les attaques évoluent plus rapidement. Une vie pareille doit avoir au moins quelques avantages. Pour le savoir, le mieux est d'aller voir les animaux qui vivent dans les villes. Et je parle pas des humains. Les conditions de vie dans les villes sont vraiment très différentes de celles dans la nature. Et ça accélère l'évolution. On s'adapte ou on disparaît, pas d'autre choix. Prenez par exemple un poisson appelé le choque-mort. Il vit dans les estuaires, les ports et les zones parfois très fortement polluées par des produits chimiques mortels pour la plupart des espèces de poissons. Mais pas pour les choque-morts. Ces petits gars ont choisi d'évoluer rapidement. Et maintenant, ils peuvent résister à un niveau de pollution que leurs ancêtres n'auraient jamais imaginé. Et ça s'est produit en 10-15 ans environ.
Mais un poisson avec un nom bizarre, c'est pas un exemple très parlant. Et les rats? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il est si difficile de s'en débarrasser? Les rats sont tout simplement les rois de l'immunité. Jusqu'aux années 50 environ, on utilisait contre eux des poisons ordinaires. Mais les gens ont fini par remarquer que le poison ne fonctionnait plus. On a mené des recherches, on a utilisé de nouveaux types de poisons, mais les rats ont continué à développer une immunité. En fin de compte, des animaux résistants à presque tous les poisons sont apparus. Des super rats. Je plaisante pas, les scientifiques les appellent comme ça. On pense qu'au Royaume-Uni, jusqu'à 75% des rats sont de ce type. Peut-être que très bientôt, on les rencontrera face à face. Rodents of unusual size? I don't think they exist. Mais vous savez, ce serait pas si mal s'ils ne devenaient que monstrueusement résistants. Parce que les rats sont en fait des animaux très intelligents. Ils ont même assez d'intelligence pour être prudents. Les rats comprennent que même la nourriture la plus délicieuse peut les tuer. Aussi, ils en prennent d'abord une petite bouchée. Le rat ne se sent pas mal, alors il peut reprendre un morceau. Ce pain a un goût bizarre. C'est du poison, monsieur. Oh, eh bien, c'est ce que je me disais. En fait, c'est nous qui avons transformé les rats en super soldats du monde animal? Ou est-ce qu'ils évolueraient en des animaux incroyablement résistants, même sans l'aide des humains? Eh bien, c'est difficile à dire, mais je pense que notre influence a été très importante. On vit côte à côte avec eux depuis les temps anciens. Certaines espèces de rats ont commencé à coexister avec nous il y a plus de 4000 ans, ce qui signifie qu'ils ont eu beaucoup de temps pour s'habituer à la guerre permanente. C'est simple, les rats sont des nuisibles, et les humains préfèrent se débarrasser des nuisibles. On trouve constamment de nouveaux moyens d'y parvenir. Mais les rats sont assez intelligents pour apprendre à contourner nos pièges et développer une immunité à nos poisons. En gros, les rats évoluent en fonction de ce que font les humains. Ça peut se comprendre, tout le monde a envie de vivre. Mais dans la nature, les rats évolueraient pas aussi vite. L'humanité se développe très rapidement. En quelques centaines d'années, on est passé des épées et des armures aux armes nucléaires. C'est comme si les zèbres se faisaient pousser une carapace en un peu plus d'1 jour. Le lion devrait alors évoluer plus rapidement. Mais dans la nature, personne n'est pressé de changer, sauf bien sûr si des cataclysmes se produisent. Ok, donc c'est grâce aux humains et aux villes pleines d'humains. Mais pourquoi ça nous aide pas à évoluer alors? En fait, c'est le cas. En 2010, des scientifiques ont affirmé que les villes, pas nécessairement modernes, les plus anciennes aussi, favorisent la résistance aux maladies. Je vous explique. Lorsqu'un grand nombre de personnes se rassemblent, ça contribue à la propagation des maladies. Aujourd'hui, on sait tous comment fonctionne la distanciation sociale en ce qui concerne toutes sortes de microbes et de virus. D'un autre côté, les villes, qui rendent leurs habitants plus vulnérables aux maladies, augmentent les chances des descendants des survivants de résister aux infections. Oui, en pleine pandémie, cette approche semble cynique, mais l'évolution, comme la faune sauvage, n'est pas très pointilleuse en matière de moralité. Par quel autre moyen les villes peuvent affecter l'évolution? Les animaux qui vivent à nos côtés s'habituent non seulement à un mauvais environnement, mais aussi à une pollution sonore et lumineuse constante. Quand on est un oiseau vivant dans la forêt, notre vie n'est pas très différente de celle que menaient nos ancêtres il y a 500 ou 1000 ans. Mais en ville, on doit constamment faire face aux fils électriques, à la lumière des lampadaires, à toutes sortes de panneaux publicitaires, aux phares des voitures et à la chaleur. De manière assez surprenante, l'environnement urbain rend les animaux plus résistants à la chaleur. Les températures plus élevées dans les villes sont le résultat de l'absorption par les bâtiments et par l'asphalte de la chaleur et du rayonnement solaire. Ça procure aux animaux une plus grande tolérance à la chaleur, mais ils supportent moins bien le froid. Mais c'est une adaptation évolutive comme les autres. Bien sûr, je dis pas que vivre dans une métropole fera de vous un mutant, comme un X-Men. Mais le fait est que les villes accélèrent réellement l'évolution. Donc, si vous avez tout à coup envie de déménager, voici une excellente raison de le faire. La supériorité évolutive. À plus.